Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour à nouveau un bilan lecture. Cette fois, on va se concentrer sur toutes les mises à jour de séries que j'ai lues au mois de février, mars et il y a un petit peu d'avril parce que, tout simplement parce que il y a certains tomes que j'ai lus au mois de février, mars et entre temps il y a un autre tome qui est sorti. Du coup, techniquement, j'ai lu les deux, même si c'était pas en même temps, donc autant vous faire un avis global directement. Techniquement, j'ai 80 tomes à vous présenter. Voilà, donc c'est encore une fois beaucoup. Malheureusement, j'ai un train à prendre, donc je sais pas, je pense vraiment pas que j'aurai le temps de tout vous présenter. Donc je vais essayer de découper ça sûrement en deux parties et essayer de vous filmer un maximum aujourd'hui. En tout cas, c'est parti. Je pense que je vais commencer par les webtoons tout simplement parce que c'est un... J'ai l'impression que je vous parle jamais de mes webtoons en fait, alors que j'en ai quand même quelques-uns, même si c'est pas mon style préféré, tout simplement déjà parce que ça coûte extrêmement cher les webtoons, et aussi parce que je trouve que souvent il y a un petit côté redondant qui fait que je suis très attachée qu'à vraiment très peu de séries en termes de webtoons et que j'ai pas une collection non plus mirobolante. Du coup, j'ai tout ça à vous présenter. On commence avec le tome 6 de Seule la mort attend la vilaine, que je suis très contente. Alors du coup, ça va vous spoiler sur quelques achats que j'ai fait au mois d'avril, mais c'est pas très grave, comme ça vous aurez déjà mon avis sur celui-là. C'est un excellent tome, j'ai vraiment adoré, il y a vraiment de la tension qui s'installe dans ce tome qui fait qu'on ne s'ennuie absolument pas, qu'on a vraiment très envie d'avoir la suite entre les mains. Pour ce tome, on a Pénélope qui avance avec beaucoup de ses cibles, on a vraiment un moment presque avec toutes les cibles qui sont montrées, sauf son petit frère, je crois, ou le frère du milieu, qu'on voit pas du tout dans ce tome-là, mais ça me dérange pas parce qu'il est vraiment très très secondaire. Mais on voit Eccles, on voit Winter, on voit son grand frère et on voit également le prince Callisto. Donc j'étais vraiment ravie de ce côté-là. On a aussi un développement un peu d'une nouvelle histoire avec notamment les croyants de Layla, où on était passé assez rapidement dessus, je crois, dans le tome 4, et finalement on découvre qu'il pourrait y avoir une plus grosse machination mise en place. Je trouve que notre personnage principal, Pénélope, aussi s'investit beaucoup plus, ça y est, que ce soit avec ses cibles, parce qu'avant elle se concentrait énormément sur Eccles, maintenant elle a beaucoup plus d'interactions avec d'autres personnages, qui fait que le récit est plus dynamique et plus intéressant. Personnellement, mon chouchou, c'est Callisto, et du coup, toutes les scènes où il apparaît, moi je suis trop contente, et la fin était incroyable. La fin, pépite, t'es vraiment... J'attends la sortie du tome 7 avec beaucoup d'impatience, ça va, faut pas trop attendre vu qu'il arrive au mois de juin si je me trompe pas, et au pire je me le procurerai à la Japan Expo si j'y vais, c'est pas encore sûr cette année. Mais je sais qu'il y a un collector qui va sortir pour le tome 7, je m'étais pas pris le tome 5, mais peut-être que le tome 7 je finirai par craquer. Souvent ce sont deux tomes que j'achète ensemble, Seule la mort la vilaine et Comment Realiana a survécu au manoir Wingtide. J'y allais un peu à reculons sur cette série parce que le tome 5 m'avait déplu, tout simplement. Mais heureusement pour moi, ce tome 6 était largement mieux. Alors je trouve toujours que ça manque un petit punch dans la série, mais globalement ce tome m'a beaucoup plu, j'ai pas vu ma lecture passer, donc c'est plutôt bon signe. On retrouve dans ce tome des développements dans les relations, des sentiments qui s'affirment, et l'histoire avance enfin. Ce que je reprochais globalement au tome 5, c'était vraiment que je trouvais l'histoire très plate. Là, ça y est, y a à nouveau des engrenages qui se sont mis en route, ça me plaît énormément. J'espère que ça continuera sur cette même lignée, surtout que pour le coup, cette série est terminée. Donc je crois que normalement on devrait à peu près avoir 10 ou 11 tomes en physique. Donc on approche doucement de la fin et le tome 7 est déjà sorti. Mon webtoon le plus chouchou, mon favori je pense après Let's Play. Let's Play restera je pense mon number one dans mon cœur pour toujours. Il s'agit de la nouvelle chef de clan et cette fois j'ai lu son tome 3. Ce qui me plaît énormément dans ce webtoon, déjà c'est notre personnage principal, Firencia, que j'aime plus que tout. Dans ce tome-là, on a également son père qui est un personnage assez principal, assez central, qui s'affirme de plus en plus et ça fait plaisir à voir. Et on a ce côté un peu nouveaux alliés, en fait à chaque fois, Firencia permet à d'autres personnages de briller et s'en fait des alliés, c'est hyper agréable à suivre, c'est vraiment très feel good, très satisfaisant à lire. Les côtés un peu stratégie que Firencia essaye de mettre en place, ça se voit qu'elle réfléchit vraiment à comment arriver le plus efficacement possible à son objectif, et ça la rend hyper attachante, intelligente, et ça fait un personnage très intéressant. Et au-delà de ça, on a aussi un petit mystère qui s'est installé dans ce tome, avec notamment le père des jumeaux,
Bref, un sans faute pour moi pour cette série. Je sais pas si elle est toujours en cours ou pas, faudrait que je me renseigne, mais en tout cas c'est un très très gros coup de cœur. On continue ensuite avec le tome 4 de Mon vœu le plus sincère, même si ma lecture de ce tome 4 commence à remonter maintenant parce que c'était en mois de février, donc je me souviens plus exactement ce qui se passe. Mais pour moi, cette lecture était bien, mais il était plus calme que le tome précédent. Du coup, moi j'avais beaucoup apprécié le tome précédent, alors que les 2 premiers tomes, j'étais un peu mitigée parce que justement je trouvais que ça manquait de punch et que ça allait un peu trop dans tous les sens. Ce tome-là était plus calme, mais je trouve pose de très bonnes bases pour la suite. Et ce qui m'a plu finalement en fait dans cette lecture, c'est que je m'attache aux personnages. Ça y est, je suis vraiment attachée à certains personnages, notamment de Terenezza. Voilà, notamment c'est Terenezza, je pense, qui est en train de devenir un peu mon perso favori. Au-delà de ça, ils ont des personnalités quand même très drôles et très attachantes. J'aime beaucoup le groupe d'amis qui est un vrai soutien pour notre personnage principal qui est Happy. Et on a aussi le retour du père d'Happy qui va sûrement causer des remous, donc j'attends de lire la suite avec impatience. On a également un petit mystère sur la Reine des Génies et un autre personnage qui s'appelle Charles qui serait apparemment en relation, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Donc globalement un bon tome, mais ça manquait un petit peu quand même de punch, ça manquait d'un petit... Je vois que la série en a encore sous le pied et il ne montre pas tout, c'est un peu frustrant. Mais du coup je pense que le 5e tome sera vraiment très bon. D'ailleurs il est déjà sorti, donc il va falloir que je me le procure assez rapidement. Et pour finir, j'ai lu alors en physique les tomes 3 à 6 de White Blood et j'ai également lu le tome 7 et 8 sur Webtoon. Donc ça c'était une lecture vraiment très sympa. Alors on change totalement de style vu que cette fois on est sur une guerre entre les vampires et les humains et on a en gros un vampire sans cure qui a été élevé par un humain qui se range du côté des humains et qui essaye de mettre à mal le système qui est mis en place. Ça fait un peu mafia, un peu gang qui gangrène la Corée. Elle fait équipe avec un policier et on les voit se battre contre des vampires. C'est beaucoup de combats, c'est très badass. J'aime beaucoup les dessins. Mine de rien, on a aussi une petite romance qui s'installe qui fait plaisir. Ça change un petit peu. Ce mélange action avec une petite pointe de romance, c'est vraiment ce que j'apprécie, je trouve que ça fait pas de mal, c'est pas parce que tu fais un manga ou un action qu'il peut pas y avoir une touche de romance. Dan Dadan le montre très bien également. Les ennemis sont bien écrits, sont stylés et j'ai beaucoup aimé la fin, donc certes c'est classique, mais ça fait très bien le taf et même si j'ai terminé le webtoon, je vais le garder, ce qui est assez rare parce que la plupart de mes webtoons, quand je les ai finis, hop, ça dégage. Mais pour le coup, comme il change un peu des webtoons que je peux avoir dans ma mangatech, je suis très contente de le garder. Ensuite on passe au manga et je vais partir sur plutôt les mangas tournés action pour l'instant. Donc je commence avec Piravi, le tome 2 que j'avais remporté dans un concours, donc ça je suis vraiment très contente. Et j'étais assez mitigée sur le tome 1, mais ce tome 2 m'a bien réconciliée, tout simplement parce qu'en fait le tome 1 et le tome 2 sont une seule intro en fait. Sans le tome 2, le tome 1 fait un peu trop... Comment dire, j'avais dit que c'était un vrai marathon, qu'on est bombardé d'informations dans tous les sens. Dans ce tome 2, le rythme s'apaise, se calme et permet de développer en fait un peu tout ce qui était exposé dans le tome 1. Ça fait du bien. Et dès ce tome 2, on rentre dans un arc déjà d'entraînement, ce qui est très cool parce que du coup, c'est vrai que cet univers qui était assez mystérieux, assez... on ne connaît pas quoi, donc là ils permettent vraiment d'expliquer les pouvoirs que nos 2 personnages principaux ont et comment ils peuvent en faire usage. Et on a également un principe de différentes races qui sont introduites et expliquées dans ce tome 2. Je kiffe en tout cas toujours autant les dessins et je pense que c'est une série qui va s'améliorer de tome en tome, donc je suis vraiment curieuse de découvrir la suite. Ensuite, on continue avec du manga français cette fois avec le tome 2 de Wakfu La Grande Vague. Alors là, j'ai la couverture spéciale de mon manga que je trouvais absolument sublime, donc j'avais très envie de la voir. Alors déjà, je suis trop fan du dessin, je le trouve vraiment sublime. Dans ce tome 2, le rythme est un peu plus soutenu, ce qui me dérange pas particulièrement. Je trouve que Wakfu a vraiment un très bon rythme et va à l'essentiel. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. On est clairement sur un début de saison qui est très prometteur, mais en même temps, quelle saison de Wakfu est à jeter? Absolument aucune. Donc je savais déjà que je ne serais pas déçue. On a également le couple Yugo et Amalia. Ils ont des moments tellement chou dans le manga, ça m'a tellement fait sourire. Voilà, le seul petit point que je pourrais reprocher, c'est
Je veux voir plus Joris, je kiffe ce personnage, mais on le voit pas assez. Voilà, moi je veux plus le voir, je le surkiffe, je veux le voir plus dans les prochains tomes, mais vu comment c'est parti, je pense qu'on le verra plus, donc je devrais être satisfaite dans le prochain tome. On continue cette fois avec le tome 4 de Lycoris Recoil, qui est du coup ce petit manga qui de base est tiré d'un animé. Alors du coup j'ai absolument aucune surprise, hein, vu que j'ai vu l'animé, je sais tout ce qui se passe, mais ça fait du bien de les retrouver sous ce format-là. Dans ce tome, on a notamment un peu le mystère sur la fondation Alan qui apparaît, et notamment le lien qu'ils peuvent avoir avec Chisato, qui est du coup notre personnage, notre petite blonde. Dans ce tome, on a également un arc d'accompagnement, un peu une mission de sûreté, de bodyguard, qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Et il y a également des moments émotion avec des choses qui sont arrivées, notamment à de nombreuses Lycoris. Et du coup, pour rappel, ceux qui ne connaisseraient pas Lycoris Recoil, on suit des jeunes orphelines qui sont formées par l'État pour être des véritables guerrières. Et nous, on va se concentrer sur ces deux-là. Une qui refuse totalement la méthode des Lycoris, c'est-à-dire c'est un peu des machines de guerre, elles sont là pour tuer, et elle ne veut plus tuer, donc ça pose problème à l'organisation qui est un peu la mise au placard. Et Takina la rejoint car elle a désobéi à un ordre, et du coup maintenant elle fait équipe avec Chisato, sauf qu'elle aimerait beaucoup retourner dans l'organisme principal. Donc on voit les petites missions quotidiennes qu'elles font. C'est très sympa, c'est très rythmé, et j'aime beaucoup ces deux personnages. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Earthgear, qui est cette dystopie où on suit une jeune humaine qui est la dernière humaine sur Terre, qui essaye de réparer le robot qu'il a élevé. Donc c'est un monde où il n'y a que des robots qui peuplent la Terre désormais. Et ils cherchent à aller au Valhalla, qui est une sorte de paradis pour robots. Et ils ont en gros une équipe qui est censée les protéger, et il y a une équipe qui est censée les chasser. Du coup là c'était un tome vraiment tout en tension, beaucoup rempli de beaucoup de combats. C'était vraiment stylé, et on sent que le dénouement approche, d'ailleurs parce que c'est l'avant-dernier tome, hein, le tome 6, donc il manque plus que le tome 7 qui sortira au mois de mai, et on aura la conclusion. Donc c'est un auteur qui aime bien faire des séries plutôt courtes, parce qu'on a eu déjà Black Torch en 5 tomes. Alors Black Torch, je sais que c'était parce que c'était ça avait été Axe. Là, Earthgear, je sais pas si ça a été Axe, mais en tout cas, je trouve le rythme très bon tout au long de ces 6 premiers tomes. Et il y a quand même des petites touches d'émotion avec Roux qui est extrêmement touchante. J'aime beaucoup ce personnage. De base, je suis pas trop post-apocalyptique avec des robots, etc. Mais cette petite série fait bien le taf, et je trouve est un bon premier manga pour aller dans ce style d'univers. En tout cas, moi, ça m'a convaincue. Donc maintenant, peut-être que je m'intéresserai à d'autres titres de ce style. On va passer à des mangas un peu plus thriller, avec d'abord le tome 3 et 4 de Ichinose Family's Deadly Sins, qui est un manga extrêmement mystérieux. Voilà, on comprend pas trop ce qui se passe. Pour rappel, on suit une famille entière qui s'est réveillée amnésique dans un hôpital, et ils essayent de reprendre leur vie, sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de choses assez bizarres dans leur maison, et que eux-mêmes seraient un peu spéciaux. Donc on suit tout ça, et on suit surtout le fils qui est le personnage principal, qui essaye de remonter le fil de cette famille, de qu'est-ce qui s'est passé chez eux, quels sont les drames qu'ils ont vécus, qu'est-ce qui les a amenés à être plus ou moins un peu tarés, entre guillemets. Ces tomes 3 et 4 restent encore une fois dans cette vibe tout à fait mystérieuse. On a quand même quelques débuts de réponses qui sont assez satisfaisants. Pour l'instant, j'aime bien le développement. J'aime bien aussi les personnages, mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai l'impression un peu de me perdre dans la lecture, de pas savoir où l'auteur veut vraiment nous amener. J'ai l'impression qu'il utilise un peu trop de moyens détournés pour nous expliquer son histoire, qui fait que j'ai ce sentiment d'être perdue pendant ma lecture, qui est pas super agréable, mais ça me donne quand même envie de lire les 2 derniers tomes qui restent, du coup le 5 et 6, qui sont déjà sortis, donc il me tarde de lire la conclusion. On continue en thriller avec The Summer Hikaru Died, le tome 4. C'est une série qui me laissait assez perplexe sur ces 3 premiers tomes, mais finalement ce tome 4 me plaît beaucoup pour son ambiance. Voilà, il y a un côté un peu angoissant, il y a le côté mystérieux qui plane, qui fait que mine de rien, j'aime bien ma lecture. Ça me laisse perplexe, mais j'apprécie ce que je lis. En plus, dans ce tome 4, on commence à en apprendre plus, notamment sur les légendes qui entourent un peu les villages de montagne dans lesquels ils vivent, qui est assez intéressant. J'ai bien aimé ce côté de l'histoire.
Et on suit également Hikaru qui, mine de rien, commence à se définir un peu plus, à trouver sa place. Parce que pour ceux qui ne se rappelleraient plus de quoi ça parle, The Summer Hikaru Dai, on suit surtout en fait Hikaru qui s'est perdu dans la montagne pendant 1 ou 2 semaines. Et quand il revient, son meilleur ami capte qu'il y a un truc qui va pas et que ce serait peut-être pas Hikaru qui serait revenu. Voilà. Donc il y a un peu ce mystère sur qui est cette personne qui aurait remplacé Hikaru potentiellement. Et en parallèle, il se passe pas mal de choses étranges dans le village. Donc il y a un petit côté enquête, il y a un petit côté angoissant. Je trouve que finalement c'est pas mal. Mais ça a beaucoup fait parler de lui et je trouve que ça mérite peut-être pas autant de fame. Je sais pas comment dire. Moi en tout cas, j'en avais tellement entendu parler que je pense que j'avais des espérances trop élevées. Et du coup j'étais déçue par les 3 premiers tomes. Maintenant que je prends du recul sur la série, je me dis ok, c'est plaisant. C'est pas forcément mon style de lecture, honnêtement, mais je comprends la vibe, je comprends ce qui plaît dans cette série. On reste dans le thriller avec She's Beautiful qui suit Kurumi, une jeune fille qui vit dans une vase clos, dans un enclos avec d'autres jeunes filles et qui va se réveiller 13 ou 15 ans plus tard à l'extérieur de cet enclos avec une autre fille qui grandissait avec elle. Et tous les jours, sa mémoire se réinitialise. Donc elle ne comprend pas où elle est, elle ne comprend pas ce qu'elle fait là, et elle est totalement perdue. Et nous, on suit son point de vue, donc c'est assez perturbant, je trouve, comme lecture, parce qu'on est un peu paumé. J'avoue que je suis pas très fan de notre personnage principal, la Kurumi, mais c'est vrai que elle fait des trucs un peu stupides, mais j'arrête pas de me répéter, elle a la mentalité d'une jeune fille de 10 ans, voilà, faut pas oublier que elle se rappelle pas avoir grandi, du coup elle a vraiment le comportement d'une enfant, mais dans un corps de grande personne, donc ça fait un petit peu bizarre. Voilà, donc même quand elle tape sur le système, j'essaye de relativiser, de me dire c'est normal qu'elle ait ce comportement bizarre, faut que j'arrête de m'en prendre à elle. En tout cas, dans son tome, on a toujours plein de mystères. Franchement, on n'avance pas assez, ça m'énerve, c'est très frustrant. C'est une série qui sera terminée en 6 tomes, donc je suis vraiment très pressée d'avoir les prochains tomes, parce que je sens que l'histoire est vraiment cool et vraiment bien ficelée. Mais là, comme j'ai pas encore toutes les clés en main, c'est un petit peu frustrant au moment de la lecture. En tout cas, dans Somme 3, on a quand même eu des belles révélations. On a une très belle fin, j'ai kiffé la fin. Et on a aussi... des petites pistes, on a certains personnages qu'on pense gentils, qui finalement seraient plutôt méchants, et inversement. Même pareil, j'ai été choquée d'en apprendre plus là, sur ces 2 personnages. À la fin, on sait à peu près qui elles sont, et j'étais en mode... C'est génial, je m'attendais tellement pas à ça. Bref, série en 6 tomes, très mystérieuse, il me faut la suite. Et pour finir avec cette ambiance thriller, on va parler de Talentless. Je sais, je vous bassine un petit peu avec cette série. Cette fois, c'est le tome 12 qui est sorti et j'ai kiffé. C'est une série que j'aime d'amour parce que le début est si banal et si... Tu lis, tu dis ouais, pourquoi pas, ça change un peu, mais bon, c'est pas ouf. Et puis d'un coup, il y a un tournant majeur dans l'histoire et tu fais waouh, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est génial, je kiffe. Donc ce tome 12 était absolument excellent, même si... Je précise, il y a un chapitre qui a été dupliqué. Alors, heureusement, il remplace pas un autre chapitre, donc on a bien la suite après. Mais bon, ça fait toujours un peu chier de lire 2 fois le même chapitre dans l'histoire. Enfin, ce style d'erreur, malheureusement, c'est pas terrible en termes de qualité de lecture. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi? Comment ils ont pas pu voir ça au moment de l'impression? Je ne sais pas. Bon, bref, l'important c'est que ça n'a rien remplacé et qu'on peut vraiment lire son tome quand même de manière normale, donc c'est le principal. Dans cette dystopie, on suit tout un lycée qui possède des pouvoirs magiques. De base, ils sont envoyés sur une île pour apprendre à se défendre contre des monstres qui terrorisent l'humanité. Sauf que l'histoire va aller beaucoup plus loin que ça. Notamment, il y a des meurtres qui vont commencer à se passer sur l'île et on se demande ce qui se passe. Là, dans ce tome 12, je vais un peu spoiler du coup, on n'est plus sur l'île. Voilà, on n'est plus sur l'île où il y a le lycée, mais on suit toujours nos lycéens, mais dans un autre contexte. Et dans ce tome 12, ce que j'adore, c'est qu'on a vraiment cet esprit de camaraderie, de gens qui essayent de se battre contre l'adversité. On a également de très beaux développements de personnages, on a vraiment des personnages très sombres, et on nous explique en fait pourquoi ils sont devenus comme ça, qu'est-ce qui leur est arrivé, comment ils voient le monde dans lequel ils évoluent, parce que je le précise du coup encore une fois, c'est une dystopie, donc l'univers est assez particulier quand même, et notamment ce personnage, on le voit vraiment un peu sombrer dans la folie, on s'attend pas
tout simplement à ce qu'il lui arrive ça, surtout quand on lit le premier tome. Et en plus de ça, on a eu des très grosses révélations. Donc ce tome 12 m'a comblé de joie. C'est si triste qu'il n'y ait qu'un seul tome par an. Bon après c'est des très gros pavés, hein, donc on a ce qu'il faut en termes de lecture. Mais voilà, le rythme c'est un tome par an, c'est génial, je surkiffe, je le vois nulle part. Je le vois très souvent en vente, ça me brise le cœur parce que je trouve que cette série a un petit truc en plus, enfin en tout cas ça ne ressemble à rien d'autre de ce que j'ai dans ma mangatech moi, donc c'est très satisfaisant à suivre. On passe à de l'action pure et dure avec cette fois le tome 16 de Dan 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 qui était absolument excellent. J'avais émis une petite réserve sur le tome 15 que j'avais trouvé un petit peu en deçà parce que j'avais pas du tout aimé en fait le combat qu'il y avait à l'intérieur. Et ce tome 16 est absolument génial. Franchement, je peux que vous le conseiller. J'aime beaucoup ce nouvel arc qui est en train de se mettre en place. Il y a un petit côté, attention passé, spoiler, enfin voilà, si vous n'avez pas envie de savoir de quel style est le prochain arc, passez quelques secondes. Mais on est un peu dans le style Jumanji et je surkiffe ce film, donc je suis trop contente que l'auteur s'en soit aspiré, tout simplement. En tout cas, c'est bien rythmé, Momo et Okarun sont toujours aussi mignons, franchement je les surkiffe. Le seul petit bémol que j'ai relevé dans ce tome, c'est que justement on se concentre peut-être un peu trop sur Momo et Okarun, et du coup on voit plus du tout l'autre team, notamment genre je m'attendais à voir ce personnage-là, parce qu'elle est introduite dans le tome précédent, et là, dans ce tome 16, invisible, on la voit pas. Du coup j'étais un peu en mode, bah qu'est-ce qu'elle fait en couverture si on la développe pas un petit peu dans ce tome? Bon. Et sinon, aussi le nouveau personnage qu'est Zuma, je pense c'est extrêmement prometteur, donc globalement un excellent 16e tome pour Dan Dan Dan. Autre 16e tome, on va cette fois parler de Sakamoto Days, qui est vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment l'action chill à lire qui fait du bien. On est aussi sur un nouvel arc, donc pour l'instant il me paraît plutôt cool, mais c'est vrai qu'on sort d'un arc que j'ai surkiffé, donc je sais pas s'il sera à la même hauteur. Dans tous les cas, je suis sûre qu'il sera très bien. On a également le développement un peu de Eisuke qui fait du bien parce que je trouvais que dans le tome 15, il commençait à vouloir le développer mais je trouvais que c'était pas assez poussé. Donc là, on a un peu la fin dans ce 16e tome qui m'a bien satisfaite. Et ce tome continue à mêler action et humour de manière très bien équilibrée, ce qui fait que j'apprécie toujours autant ma lecture. Dans les shonen classiques, je continue avec le tome 20 de Togenanki que j'aime toujours autant. Il y a de beaux combats, il y a aussi un petit sujet un peu de trahison qui fait du bien, qui dynamise un petit peu le truc. J'aime beaucoup ce nouvel arc qui nous est présenté. Et ce qui m'accroche le plus en fait dans ces séries, c'est sa multitude de personnages, les pouvoirs qu'ils ont, et en fait ils sont tous tellement badass et cool, que ce soit les Momotaro ou les Oni, je suis en kiff sur absolument tous les personnages. Autre de mes classiques, autre de mes chouchous, le tome 20 et 21 de Undead Unluck. Le tome 20, j'ai trouvé un petit peu en dessous parce que je commençais un peu à en avoir marre en fait du rythme dans lequel ça s'était un petit peu enfermé, c'était un petit peu répétitif, mais heureusement le 21 est arrivé et a un peu tout cassé, et même en vrai à la fin du tome 20, on entre dans un arc qui est plutôt cool aussi, qui du coup se continue dans le 21, ce qui fait que le 21 était absolument excellent. Les combats sont toujours aussi stylés, j'aime toujours autant le fait qu'on ait plein de personnages dans tous les sens et que mine de rien en fait on les identifie bien tous, ou en tout cas moi je suis vraiment à fond dans cet univers, ce qui fait que je me rappelle de tous les personnages malgré qu'il y en ait genre 50, tu vois. Et même dans un seul tome, quand on voit l'équipe de Foucault, c'est vraiment très rempli, et pourtant je les aime tous, ils ont tous eu un moment de lumière un peu sur eux qui fait que on peut que apprécier toute cette bande qui essaye de sauver la Terre du cataclysme ultime. Et le seul point que je reprochais au tome 20, c'est qu'on voyait toujours pas Andy. Mais voilà, il est sur la couverture du tome 21, et c'est qu'il y a une raison, parce qu'il est de retour, et ça fait trop du bien. Même si on le voit pas beaucoup, forcément, j'étais trop heureuse, et ça y est, on sent que l'arc final est enclenché dans ce tome 21. C'est une série qui sera terminée en 27 tomes, et je l'aime d'amour, et je sais déjà que je vais surkiffer la fin, je n'en doute pas. Bref, voilà déjà une petite partie de mon bilan lecture mise à jour qui se conclut tout simplement parce que je dois aller prendre mon train, donc je dois stopper cette vidéo en plein milieu. Je vous tournerai la suite bientôt, j'espère. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les lectures que j'ai faites ou les lectures que vous souhaiteriez que je fasse prochainement. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!